Bonsoir à toutes et à tous. Comment Totov, comment tu vas? Ça va, est-ce qu'on m'entend? Oui, avec les oreilles en plus, tu vois, c'est Ouais. magique. Bon, ce sera pas quantique aujourd'hui, hein. Non, c'est pas quantique. Bon, Oui, c'est le par seul contre, jingle que j'avais. Faudrait qu'on fasse un jingle. Christophe raconte le monde, ça pourrait être ouais, sympa. On va toi, faire ça. On toi, va t'es demander à quantique, Jean-Marie qu'il nous fasse ça. toi, t'es quantique, tu m'as confondu la Seconde Guerre mondiale et la Révolution française. Mais c'est pas grave. Oh, pardon, autant pour moi. Mais vous savez, en Oui, quantique, non. tout super. Mais tout est lié en réalité, hein. Je vais rattraper le coup. Rattrape le coup. Vous avez vu Donc ce comme il soir, on s'intéresse? parle de la Révolution française, mais c'est un des points de départ de Mais notre civilisation. c'est le point de départ, puisque vous l'aurez remarqué, enfin, vu d'étranger, c'est cité partout dans les pays démocrates. Dans les démocraties, pardon. Dans Ouais. les démocraties. Alors, s'ils citent partout, vu la tournure qu'a pris la démocratie, il faut vraiment s'y intéresser parce que ça veut dire que pour eux, ça a été le feu vert pour quelque chose. Donc, moi, je ne suis pas historien, donc je vais laisser ma place à Henri Guillemin. Je vous l'ai déjà introduit un peu dans une autre émission, mais voilà, il raconte, c'est très vivant, c'est très une manière de raconter l'histoire avec plein d'anecdotes. C'est même drôle, vous verrez de temps en temps, il a des points d'humour. Il est très vieille France, mais à la fois très très drôle. En fait, c'est ça qui est bien. Et donc, il est considéré comme complotiste, ce qui est juste magnifique, bien qu'il soit décédé. Et vous verrez que il va vous raconter la Révolution française qu'en prenant des citations. Hein. C'est qu'une dentelle de citations qui met en forme, donc on ne peut pas inventer. C'est ce qui est sorti de la bouche de ces personnages. Et lui, il a fait une Révolution française qui durait 6 heures. Autant vous dire. Bon. Donc, par contre, j'ai pris sa vidéo de Robespierre, qui réhabilite un peu le personnage. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un sanglant. Hein. Il avait plein de défauts et il aimait bien aussi dans certaines mesures, vous le verrez, se débarrasser de certaines personnes, mais beaucoup moins que d'autres, et en tout cas pas le tyran qu'on nous a décrit, ils ont tout mis sur sa tronche, et vous verrez que les déclarations les pires, c'est pas Robespierre, c'est surtout Danton, et que Robespierre était l'intellectuel, je dirais le gars qui a cru à la Révolution, quoi, qui était, comme on dit, le pire défaut incorruptible. C'est un défaut hein, dans ce monde. Hein. Donc, il dit c'est l'incorruptible. Donc, c'est pas une réhabilitation de Robespierre, c'est on vous raconte la Révolution par le personnage de Robespierre. Hein, et en ne reprenant que des citations. Donc, ça dure 40 minutes. Je ne peux plus faire plus court. Mais franchement, s'il y a 40 minutes pour connaître la Révolution, c'est celle-là, parce que ce ne sont que des faits, des citations, des personnages qui sont donc dans les livres. Après, les livres, ils sélectionnent certaines et les orientent. Donc voilà, je ne vais pas interrompre Henri Guillemin et j'espère que vous allez passer un bon moment. En tout cas, je suis sûr que vous allez apprendre des trucs et que vous allez comprendre pourquoi il loue tant la Révolution, nos amis mondialistes. Présenter Robespierre tel que je le vois. Alors pour ça, il faudrait regarder ce que c'est que le mouvement de 89 pour voir l'insertion de Robespierre. Bien, la chose importante à vous dire, citation de Michelet. Michelet est un grand écrivain, mais mon estime pour l'historien n'a cessé de décroître. Michelet vous affirme ceci: ce qu'il importe de savoir, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Et il ajoute même, oui, la Révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Je n'en crois plus rien. Voyons, qu'est-ce qui s'était passé réellement au XVIIIe siècle? La formation d'une nouvelle classe, que nous appellerons, si vous voulez, la richesse mobilière. Il y a eu cette grande expansion économique au XVIIIe siècle que vous connaissez. Donc, il s'était constitué une classe de financiers, d'industriels, de banquiers. Ces gens représentaient réellement une très grande part de la fortune française. Or, ils voyaient que, comme on dirait aujourd'hui, les leviers de commande étaient uniquement entre les mains de l'aristocratie. Alors, ces gens avaient envie de s'affirmer. Et ils avaient même un théoricien qui s'appelait Barnave, qui était un avocat du Dauphiné, un client des Perriers. Les Perriers, c'était de grands industriels de la région. Et Barnave a prononcé en 90 une phrase extrêmement importante que je crois savoir par cœur. Une nouvelle distribution de la richesse appelle, c'est-à-dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, nous qui sommes très importants dans la France, nous tenons à avoir notre part dans la gestion des affaires publiques.
L'occasion qui va se présenter pour cette nouvelle classe, c'est la situation financière française en 1789, la banqueroute imminente. Les deux raisons de la banqueroute sont les suivantes. Il y en a une très célèbre, l'autre qui l'est moins. Raison célèbre, il y avait des parasites qui ne payaient pas d'impôts. Et c'était précisément ce qu'on avait privilégié, quoi, à savoir l'aristocratie et le clergé. Mais deuxièmement, il faut aussi penser à la politique financière des rois de France, surtout Louis XV et Louis XVI, une politique d'emprunt permanent. Lorsque la France de Louis XVI décide de soutenir les insurgés d'Amérique qui vont donner les États-Unis, il faut de l'argent liquide pour faire la guerre. Necker, Suisse, vous savez, qui est au service de la France, Necker dit, mais tout l'argent que vous voudrez. Naturellement, on fait des emprunts énormes, et je vous dirai entre parenthèses que Necker s'y retrouve personnellement parce qu'il fait semblant d'être désintéressé à ce moment-là, d'être plus banquier, et il prête jusqu'à 14% à l'État français. C'est intéressant, quoi, un ministre des Finances qui fait du 14% personnellement, ce qui lui permettra d'acheter ensuite le château de Coppet. Bon, alors en 1789, vous avez la situation que voici, la moitié, c'est vrai ce que je veux dire, la moitié du budget des dépenses françaises passe aux arrérages de la dette. Situation éminemment malsaine. Alors vous pensez bien que ces industriels, enfin ces grands personnages, ces notables, ne vont pas eux-mêmes faire la révolution et descendre dans la rue. Il leur faut un bélier. Ben, le bélier est tout trouvé, c'est la petite plèbe, c'est le petit peuple. Si vous lisez un livre divertissant, et qui ne voudrait pas l'être, mais qui l'est tout à fait, un livre de M. Garxot, de l'Académie française, sur la Révolution française, vous y lirez cette phrase surprenante. En somme, en 1789, l'ensemble était cossu. Je vous assure que c'est merveilleux de penser. L'ensemble était cossu. Alors vous voyez, quand on passe à des choses sérieuses, quelqu'un qui, Dieu sait, n'est pas un communiste, j'ai nommé M. Edgar Faure, qui a fait un très bon livre sur la chute de Turgot, et qui a cette phrase très importante, et d'un homme qui sait de quoi il parle. C'est vrai, la richesse française, la richesse nationale française s'était beaucoup accrue au XVIIIe siècle, et cela, écrivait Edgar Faure, avait abouti à faire les pauvres plus pauvres. Monsieur Gottschall, encore aujourd'hui, je crois, doyen de la faculté des lettres de Toulouse, et qui a fait, dans une collection importante qui s'appelle les 30 journées qui ont fait la France, qui a fait le 14 juillet, nous apporte, lui, des chiffres. Alors, je vais vous donner quelques-uns de ces chiffres. Le travailleur, à ce moment-là, c'est quoi? C'est le travailleur des champs, surtout le journalier. Mais il y a aussi plus de travailleurs des villes que l'on imagine. Il y a déjà des concentrations industrielles. Enfin, le travailleur des champs ou le travailleur des villes gagne à peu près 20 sols par jour au XVIIIe siècle. 20 sols, pouvoir d'achat actuel, 4 à 5 francs suisses, hein, à peu près. Bon. Ces gens ne gagnent leurs 20 sols que quand ils travaillent, bien entendu. Ben, il y a le dimanche et il y a énormément de fêtes chômées. Alors, ces gens gagnent leurs 20 sols quand ils travaillent environ 320 ou 330 jours par an. De quoi se nourrissent-ils? Ben, ils se nourrissent avant tout de ce qu'on appelait la miche de pain. On ne parlait pas de kilo à ce moment-là, ça ferait une miche d'1 kilo. Cette miche de pain coûtait 40 centimes, 40 sols, mais en fait disons 40 centimes, en 1750. Elle ne cessera pas, le prix ne cessera pas de monter. Elle va passer de 10 sous à 12 sous à 13 sous, et ce n'est pas par hasard que le 14 juillet, c'est-à-dire le jour où il y a la prise de la Bastille dont je vais vous parler, est aussi le jour où la miche de pain est le plus élevée, elle coûte 14 sous. Alors comme il faut manger tous les jours, même si on ne travaille pas tous les jours, regardez la situation des gens qui dépensent déjà 14 sous pour manger, qui gagnent 20 sous quand ils travaillent, alors qu'est-ce qu'il leur reste pour leur habitation, ou pour leur logement, quoi, ou pour leurs vêtements? Des gens donc très malheureux. Ce n'est pas étonnant que dans l'année 1788, il y avait pas mal de tumultes, des émeutes, des petites insurrections de la misère. Et en avril 1789, les États généraux ne sont pas réunis, ils vont se réunir le 5 mai. En avril 89, à Paris, une très violente insurrection qu'on appelle l'émeute Révillon, quartier Saint-Antoine, quartier ouvrier, où il y aura, on fera donner la troupe, où il y aura environ 150 morts. C'est vous dire qu'il y avait là un bélier tout à fait disponible, c'est-à-dire de pauvres gens qui crevaient. Là, les notables qui sont réunis à Versailles d'abord, puis à Paris après, vous savez, c'est l'Assemblée dite constituante maintenant, les États généraux qui se sont transformés en Assemblée constituante, estiment que tout va bien. Le roi a en effet reculé, on va arriver à faire une constitution, et par conséquent, ces notables, c'est-à-dire la richesse mobilière, a l'impression qu'ils ont gagné. Quand brusquement, le 12 juillet 1789, le roi fait marche arrière, renvoie Necker, qui était au pouvoir et étant financier lui-même, favorisait les financiers, le roi renvoie Necker et met à la place un gouvernement que nous appellerons d'extrême droite, avec Breteuil. Situation dramatique, cette fois la bourgeoisie parisienne, la grosse bourgeoisie, la bourgeoisie d'affaires parisienne, décide de se lancer, pas elle-même bien entendu, mais de lancer le peuple contre la Bastille, qui était le symbole même de l'autocratie. On va armer le peuple, c'est très redoutable, hein, et c'est dans la journée du 13 juillet 1789
qu'on va ouvrir les Invalides, où il y avait 30 000 fusils, des canons, de la poudre, et on va distribuer des armes aux pauvres gens. On notera par exemple que 2 Suisses, très importants, le banquier Pergaud et un autre banquier genevois qui s'appelle Delesser, Pergaud c'est un Neuchâtelois, sont là parmi les gens les plus incandescents, qui ont ramassé des fusils et qui les distribuent aux gens qui passent devant chez eux. Vous avez Boscari, qui est un agent de change et un futur membre de l'Assemblée législative, agent de change, qui lui aussi ne va pas se battre, c'est pas convenable, mais distribue des fusils. Alors ça y est, le 14 juillet, l'euro a reculé, on a rappelé Necker, on a gagné. Attention, on a gagné avec un grand risque. On a armé la plèbe. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces fusils? Alors il faut lui reprendre ces fusils. Et on a trouvé un truc admirable, en effet, qui va réussir tout de suite. On avait distribué gratuitement ces fusils à la petite plèbe. On va les lui racheter pour 40 sous. Alors la plupart des fusils reviennent, vous comprenez, les gens qui avaient touché un fusil pour rien, et on leur dit si vous rendez le fusil, vous avez 40 sous, ils rendent leur fusil aux 3 quarts. Mais comme on a peur que ça leur ait donné de mauvaises idées, on va constituer tout de suite, dès le 15 juillet, ce que l'on appelle d'abord une milice bourgeoise, puis le mot paraît tout de même trop nu, on appellera ça une garde nationale, et la garde nationale sera une armée supplétive pour faire tenir tranquille les pauvres. Et cette garde nationale se crée à Paris et se crée aussi en province. Maintenant, comme l'affaire est gagnée, on va faire une constitution. On a annoncé que tous les Français devenaient des citoyens, mais l'abbé Sieyès fait admettre une constitution qui divise les Français en 2 classes. Il y a ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas. On appellera tout le monde citoyen pour rire, mais il y aura les citoyens actifs et les citoyens passifs. Ça, c'est un chef-d'œuvre d'humour noir d'appeler citoyen passif, puisque le passif, c'est celui qui n'a pas le droit de vote. Alors, en somme, il n'y a que les possédants ou demi-possédants, ceux qui ont un petit peu d'argent, qui auront le droit de vote. C'est ça, la Constitution. En plus, loi Le Chapelier de mai 1693, à savoir interdiction est faite sous peine de prison aux ouvriers, aux salariés, comme on disait déjà, de se coaliser pour, je cite, pour enchérir leur travail. Défense de se coaliser pour enchérir leur travail, c'est-à-dire interdiction est faite aux salariés, aux prolétaires, quoi, de défendre leurs intérêts. Et comme le 17 juillet 1791, les citoyens passifs se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas, lorsque ce jour-là, après la fuite du roi à Varennes, ils ont demandé la déchéance du roi, il y avait 100 000 personnes à peu près qui étaient réunies au Champ de Mars pour signer sur un registre où les cordeliers, qui étaient des gens d'extrême gauche, avaient déposé une pétition pour que le roi soit déchu. Lafayette, chef de la garde nationale, de la garde bourgeoise, et Bailly, maire de Paris, feront tirer, et sans sommation, sur ce peuple qui est là. Vous savez, c'est une date, ce 17 juillet 91, qu'il faudrait inscrire en rouge dans les livres, au moins aussi gros que le 14 juillet. Le 17 juillet 91, sans sommation, on fera tirer sur le peuple parce qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas en demandant la déchéance du roi. On ne saura jamais exactement le chiffre des tués, vraisemblablement près d'1 millier. Ça, c'est une leçon donnée aux petites gens qui veulent s'occuper de la gestion des affaires nationales qui n'appartient qu'aux possédants. En somme, les constituants sont des voltairiens. Comprenez-moi bien, je ne parle pas du tout de Voltaire au sens religieux. On en parle tout le temps, mais on oublie que Voltaire avait une certaine doctrine politique. Et Voltaire avait affirmé la doctrine que voici un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Ça, c'est une morale d'entretenu. Et bien, c'est la morale de la Constitution. Il y avait un monsieur qui n'était pas d'accord, un seul, un petit avocaillon d'Arras qui s'appelait Maximilien de Robespierre. Il était tout seul à la Constituante à faire des protestations. D'où sort-il? C'est un garçon qui n'a pas eu de chance. Il a perdu sa mère tout petit. Quand il avait 9 ans, son père a disparu. On dit qu'il est allé mourir à Munich, on n'en sait rien. On croit qu'il était parti avec une femme. Toujours est-il que ce petit Robespierre de 9 ans est chef de famille, puisqu'il y a derrière lui 2 sœurs et un petit garçon qu'on appelle en famille Bonbon et qui s'appelle en réalité Augustin. La chance de notre Maximilien de Robespierre, c'est un oncle paternel qui va obtenir pour lui une bourse de l'évêque d'Arras. C'est avec l'argent ecclésiastique qu'il va faire ses études au collège Louis le Grand, bonnes études, bon travailleur. Il va faire du droit, et à 23 ans, il va prendre la succession, après un intervalle, la succession de son père, qui avait été avocat à Arras. On a quelques dessins de ce très jeune Robespierre. Il a une figure poupine. À 23 ans, il a l'air d'un gamin. Il a des yeux un peu candides, il a le nez retroussé, comme Talleyrand, et il n'est pas particulièrement ni méchant ni gentil. Enfin, il est quelconque. C'est un garçon qui n'est pas insociable, qui va dans les bals, qui tourne le madrigal comme tout le monde, mais on se moque un peu de lui parce qu'il a une passion, il parle tout le temps de Jean-Jacques Rousseau. Pas le Rousseau des Confessions dit de la Nouvelle Héloïse, le Jean-Jacques du contrat social. Il est fou de Jean-Jacques, il vit de Jean-Jacques, il l'a vu et il le dit à tout le monde. Il était né en 58, Rousseau est mort en 78. En 78, Robespierre était encore étudiant à Paris. Rousseau était pas loin, à Ermenonville, chez le marquis de Jardin, vous savez. Et le petit Robespierre, il lui avait demandé une audience. Jean-Jacques Rousseau est accepté de voir ce garçon. Je
ne pense pas qu'il avait tenu des propos sublimes, mais en fait, il avait parlé. Alors Robespierre disait, j'ai vu Jean-Jacques Rousseau. Bon, les gens souriaient un peu. Mais les gens souriront moins lorsqu'ils verront une certain tract, comme dans les gens aujourd'hui, que Robespierre avait répandu à la fin de l'année 88, lorsqu'il était candidat aux États généraux, candidat du tiers-État. Je vais vous lire, ce texte est tout court, là, la phrase essentielle, je vais vous lire lentement. C'est du Robespierre 1688. La plus grande partie de nos concitoyens, la plus grande partie, est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. C'était terrible de demander ça, pas de dire aux gens, vous allez réfléchir aux causes de votre misère. Vous êtes des exploités, vous êtes des malheureux, prenez-en conscience. Vous comprenez que c'était terrifiant. Alors un homme qui dit des choses comme ça fait repérer tout de suite. Et même, il va encore plus loin, il va prononcer un mot terrible à la tribune, il va parler d'hypocrisie, vous entendez, hypocrisie à propos de la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi donc? La Déclaration des droits de l'homme votée à l'unanimité avait pour article principal, vous le savez, c'est assez souvent cité, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Hein, c'est la grande phrase de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors Robespierre dit, ben, nous avons tous voté ça. Mais quelle application en faites-vous? L'égalité? Ah ben je ne la vois pas, l'égalité. Ces hommes qui sont tous égaux. Alors pourquoi avez-vous distingué les Français en deux groupes, les citoyens actifs et les citoyens passifs d'après leur argent? Ils sont tous libres. Ben, il y a aussi des citoyens noirs, puisque la France avait à ce moment-là encore quelques colonies, surtout dans les Antilles. Il avait demandé l'abolition de l'esclavage. Le lobby colonial était extrêmement puissant à la Constituante, avec Lafayette, entre autres, s'y était absolument opposé. La Constituante a maintenu l'esclavage. Et Robespierre disait, hypocrisie de dire que tous les hommes, puisque les hommes noirs, vous voulez laisser en esclavage. Et puis il y a d'autres esclaves qui ne sont pas noirs, qui sont blancs. Ce sont ces ouvriers auxquels vous interdisez de se coaliser pour défendre leur salaire. Je dis donc le mot hypocrisie parce que ni l'égalité ni la liberté ne sont respectés par vous. Il avait compris aussi ce que c'était que la fédération. Si vous lisez notre ami Michelet, vous voyez, et qui a été beaucoup répété depuis, la fédération, c'est la grande fête nationale française. Ça se passe le 14 juillet 90. Les gardes nationales sont venus se rassembler à Paris. La France prend conscience de son unité. Il semble, paraît-il, que le patriotisme est né ce jour-là. Il ne s'agit pas de patriotisme. Il s'agit de quoi? Du premier congrès armé de la bourgeoisie. Ce sont les gardes nationales qui font tenir tranquilles les paysans ou font tenir tranquilles les ouvriers qui se sont rassemblés à Paris pour dire nous sommes les maîtres parce que nous avons les armes. Et Robespierre va dire ceci, vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Voici des mots de Robespierre. Alors vous pensez qu'il était détesté. Un type comme Mirabeau, par exemple, qui passait pour un ami du peuple et qui était vendu. Le mot que j'emploie n'est pas un mot de polémique. Il était vendu, Mirabeau, puisque nous connaissons sa vente, son achat. Ça s'est passé en octobre 1789. Il avait toutes sortes de dettes, comme vous savez. Et le roi lui avait remis ce jour-là, en octobre 89, 200 000 francs cash, ce qui ferait 1 million de francs suisses aujourd'hui, cash, hein, et 6 000 francs par mois, c'est-à-dire 24 000 francs à peu près, c'est pas mal, 24 000 francs par mois, pour continuer à pousser ses coups de gueule et faire croire qu'il était à gauche, mais toujours voter pour la conservation des intérêts. Bon, alors Mirabeau détestait Robespierre, l'avait repéré comme extrêmement dangereux, et comme Mirabeau était très intelligent et qu'il avait le sens du pittoresque, il avait trouvé une phrase comique, mais pas mauvaise, sur Robespierre, qui répétait beaucoup. Quand M. de Robespierre monte à la tribune, il me fait penser à un chat qui a bu du vinaigre, disait-il. Quelqu'un qui n'était pas bête non plus, Dieu sait, la fille Necker, vous savez, la banquière, enfin Madame de Staël. Madame de Staël, en 1816, dira, je n'ai vu qu'une fois dans ma vie Robespierre, ses traits étaient ignobles. Oh non, pas du tout. Ses veines étaient d'une couleur verdâtre, dit-elle. Et alors la suite, il professait sur l'inégalité des rangs et des fortunes les idées les plus absurdes. Ah ben j'ai compris, fortune, verdâtre, etc. Bon. Alors je vais vous citer maintenant un texte du Journal de Paris. Il y avait 4 grands journaux à Paris à ce moment-là. Le Journal de Paris du 28 octobre 1889. C'est tout petit. C'est un compte-rendu de la séance de la veille. La séance donc du 27 octobre à l'Assemblée nationale. Cette phrase est inouïe. Elle est donc du Journal de Paris. Hier, monsieur de Robespierre est encore monté à la tribune, point. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler en faveur des pauvres, point, et on lui a coupé la parole. Voilà comment ça s'est passé. Alors, le malheureux Robespierre, quand il voit que cette révolution a pratiquement avorté, il s'aperçoit que ce que l'on a appelé la Révolution française, c'est une rixe de possédance, c'est une bagarre de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, mais sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs.
Lui, il dit Robespierre, cette révolution est ratée, espérons qu'elle va reprendre sous une autre forme, et il propose une mesure suicidaire à ses collègues les députés. Il leur dit, nous devrions décider qu'on ne va pas se présenter à la législative. Vous savez, la Constitution prévoyait qu'il y avait une chambre, qui s'appelait l'Assemblée législative, on allait les lire à la fin de l'année 91. Robespierre, espérant que le changement d'un personnel politique amènerait peut-être au pouvoir des gens plus soucieux d'équité, dit, ben, nous tous qui sommes là, hein, on ne se représentera pas aux élections, on laissera des jeunes gens venir. Comme il fait cette proposition et qui dit, moi je ne me présenterai pas, les autres n'osent pas dire non, alors il est entendu qu'aucun membre de l'Assemblée constituante ne pourra faire partie de la législative. Oui, mais enfin, avec ces élections qui sont censitaires, puisque seuls les possédants votent, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner une chambre de notables, une chambre de grands possédants. La législative est immédiatement dirigée par un groupe de têtes, on s'aperçoit que ce sont les meneurs, enfin les types particulièrement remarquables, qu'on va appeler les Girondins. Pourquoi Girondins? Parce qu'au départ, c'était un noyau de députés de la Gironde. Vous savez, il y avait Vergniaud, qui était une espèce de playboy gascon, qui avait beaucoup de succès féminin à Paris, très beau du reste, un admirable garçon. Il y avait un autre bordelais qui s'appelait Gadet, qui était pas mal, lui, seulement il parlait du nez, alors on l'appelait un canard. Alors il y avait Gadet, et puis il y avait Jean Sonnet. Alors il y avait donc 3 bordelais d'abord, et puis à côté, il y avait des gens qu'on va appeler Girondiens, bien qu'ils ne fussent pas de la Gironde, parce qu'ils pensaient comme eux. Il y avait le parfumeur Isnard, qui était du Var, il y avait Barbaroux, qui n'avait pas de barbe, qui était marseillais. Il y avait celui qu'on appelait, je ne sais pourquoi, le vieux Roland, il avait 57 ans, moi je le trouve tout jeune. Et puis il y avait le marquis de Condorcet, il tenait beaucoup à se faire appeler marquis. Il disait toujours qu'il était un ami personnel, c'était vrai de d'Alembert. Disons, si vous voulez, que c'était l'encyclopédiste de service à la législative. Alors ça, c'est les Girondins. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Girondins, qui conduisent la politique française, c'est vrai. Et la législative est élue pour 2 ans. Ben, elle ne fera pas ces 2 ans. Elle est élue à l'automne 91. Et elle va tomber le 10 août 92, dans les circonstances que vous savez, mais que je vais vous rappeler. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Girondins qui conduisent tout? Ils vont faire une seule chose. Ils vont déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Voyons, là-dessus, encore, on nous dit, c'est Michelet, par exemple. Michelet nous dit pourquoi la guerre? Ah, ben voilà, c'est parce que les Girondins étaient des hommes qui adoraient la liberté. Le volcan révolutionnaire jetait ses étincelles sur le monde entier, ou encore, changeant d'image, c'est l'océan révolutionnaire qui déborde. Enfin, soyons sérieux. Bon, alors on nous dit d'autre part, guerre préventive. Ça se fait, des guerres préventives. On savait absolument que les autres allaient attaquer, que les Autrichiens et les Prussiens ne pouvaient pas tolérer cette France en désordre, que la reine était autrichienne et que par conséquent son frère, l'empereur d'Autriche, n'avait qu'une idée, c'était d'écraser les Français. Ce n'est pas vrai. Plus aucun historien aujourd'hui ne soutiendrait que la France était menacée militairement à ce moment-là. Il y avait les émigrés, bien sûr. Ils étaient environ 15 000, qui étaient à Koblenz, vous savez, sur les bords du Rhin. Ils étaient 15 000 sur les 25 millions de Français, c'était pas extrêmement dangereux, ils faisaient beaucoup de moulinets, mais ils n'étaient redoutables que s'ils avaient derrière eux la possibilité d'avoir l'appui militaire des forces autrichiennes et des forces prussiennes. Ça, c'eût été redoutable. Mais précisément, le malheur de ces immigrés, c'est qu'ils ont beau supplier les Autrichiens ou les Prussiens d'intervenir, les Autrichiens et les Prussiens ne veulent pas intervenir. Et même la reine Marie-Antoinette qui a écrit à son frère l'empereur en lui disant « Le plus grand service que vous pourriez nous rendre serait de nous tomber immédiatement sur le corps », l'empereur d'Autriche ne veut rien entendre. Pourquoi? Parce que l'Autriche et la Prusse ont leurs yeux fixés sur l'Est et non pas sur l'Ouest. Sur l'Est, c'est-à-dire la Pologne. Vous vous rappelez le fameux destin de la Pologne au XVIIIe siècle, gâteau que tout le monde mangeait? Non, ils étaient 3 à le manger. Il y avait eu déjà 2 mangements, si je puis dire, et l'Autriche et la Prusse regardaient avec inquiétude du côté de Catherine II, dont les dents étaient très longues, en se disant si on n'intervient pas, elle va tout manger. Alors il faut qu'on garde nos soldats pour une intervention militaire en Pologne. Après, on verra du côté de la France. Donc, rien à faire, ils ne veulent pas s'engager. Tout ce que les émigrés ont obtenu de la Prusse et de l'Autriche, c'est la déclaration de Pillnitz, vous trouvez ça dans tous les livres, déclaration purement platonique, en disant oui, le moment venu, si notre unité se constitue, si l'Angleterre, qui avait bien envie de rester neutre, accepte aussi, alors on pourrait envisager plus tard, pour ça, une intervention militaire sur la France. Il n'y a pas de danger militaire. Alors pourquoi est-ce que les Girondins vont faire la guerre? Ben, c'est très intéressant et beaucoup d'histoires ne le disent pas encore. Ils vont faire la guerre pour avoir de l'argent. Pourquoi? La banqueroute dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment est-ce qu'on l'avait conjurée? Vous vous rappelez, à l'automne 1789, la France décide de mettre la main sur les biens du clergé. Et je n'y vois aucun inconvénient, étant donné que l'Église avait 3,5 milliards de biens, ce qui était un peu excessif. Alors comme la situation française était pénible, ben, on prenait l'argent du clergé. Alors on ne pouvait pas jeter immédiatement sur le marché ces 3,5 milliards de biens, et on avait fait pour la première fois, vous le savez bien, des papiers-monnaies, qu'on appelait assignats. Les assignats étaient gagés par cette fortune ecclésiastique, devenue fortune nationale. Ça s'était passé à l'automne 89. Et nous en sommes maintenant à l'automne 91. Et bien la planche d'assignats a déjà tellement bien tourné qu'il y a 1,9 milliard
900 millions, 1 milliard et 900 millions d'assignats en circulation. Et l'assignat commence à perdre sa valeur. C'est-à-dire qu'en 91, si vous arrivez dans une banque avec un assignat de 100 francs et que vous demandez 100 francs or, on vous donne 80 francs. L'assignat a déjà perdu du 20%. Si on continue, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête, si on continue à faire tourner la planche des assignats comme ça, dans 6 mois, il n'y a plus de gage. Par conséquent, c'est la monnaie qui tombe. Il faut faire de l'argent. Ben, on ne peut plus en trouver du côté du Curon à tout prix. Mais heureusement, il y a les Rhénans à côté de la France, il y a les Belges qui ont pas mal d'argent, eh bien, on va les prendre au bien d'autrui. C'est exactement ça. La guerre des Girondins, c'est une guerre de rapine. Et il ne faut pas que je me mette à affirmer des choses aussi affreuses sans apporter immédiatement des preuves. Alors, je vais vous les donner, les preuves. 14 décembre 1891, nouveau ministre de la guerre, il s'appelle Narbonne, il est très bien avec les Girondins. Narbonne, c'est l'amant numéro X de Madame de Staël, elle trouvait plus drôle de faire l'amour avec un ministre, elle l'avait fait ministre de la guerre. Alors, le 14 décembre 91, il est à la tribune, ce Narbonne, et il dit la phrase suivante, qui est à l'officiel, vous pouvez vérifier. Il faut faire la guerre, point. Le sort des créanciers de l'État en dépend. Alors, on peut pas être plus net, n'est-ce pas? Si on ne fait pas la guerre, le sort des créanciers de l'État, il est fichu. Le 29 décembre 91, Brissot, qui est apparenté, comme nous devrions apparenté aux Girondins, lui aussi fait cette déclaration. Écoutez bien, la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Je vous demande de garder la tranquillité intérieure dans un coin de votre mémoire. Indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Alors, il y a toujours ce gêneur, en fait, qui est toujours là pour empêcher de danser en haut, c'est Robespierre, qui va encore faire une protestation pendant 1 mois et demi. Il n'est plus député, puisque c'est la législative, mais il a sa tribune des Jacobins. Et décembre 91, janvier 92, Robespierre fait une charge permanente et à fond contre l'idée de la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit? Son premier argument, c'est si vous voulez faire cette guerre d'agression, vous vous reniez. Pourquoi reniement? Parce que la Constituante, à un moment où on n'avait pas besoin d'argent, avait accepté à l'unanimité de voter une proposition de Robespierre. Ça s'était passé en mai 90, 23 mai, je crois, 90, et Robespierre avait fait voter par la Constituante ceci: la nation française déclare solennellement qu'elle ne fera plus jamais de guerre d'agression. Ce monsieur Gaxot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce gentil livre sur la Révolution française, dit que c'était une sottise humanitaire que proposait Robespierre. Alors, je vous demande de réfléchir un instant à ce qui ça serait passé si la France avait réellement fait ce que Robespierre lui demandait. Qu'est-ce que c'était que la politique internationale à ce moment-là? Comme aujourd'hui, c'était la jungle, les gros mangeant les petits. La France, je ne suis pas particulièrement chauvin, mais enfin la France, à ce moment-là, représentait la première nation d'Europe, la plus peuplée, 26 millions d'habitants, celle qui était soi-disant la plus lettrée. Eh bien, si la France avait réellement, à partir de 1890, décidé que plus jamais elle ne ferait de guerre de conquête et de guerre d'agression, il me semble qu'un pas ait été accompli dans le sens de la civilisation. Bon, alors on avait voté parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de guerre. Mais maintenant que la guerre s'imposait pour des raisons financières que vous avez vues, reniement, disait Robespierre, vous avez promis que la France n'attaquerait pas et elle va attaquer. Les Girondins disent, ce que répétera M. Michelet, c'est une guerre de générosité que nous faisons, c'est pour répandre nos idées. Et Robespierre disait, mais parfait, mais envoyez donc des émissaires partout, mais n'envoyez pas des soldats, parce que personne n'aime les missionnaires armés, dit-il. Et les soldats qui vont arriver avec l'idée de la liberté, soi-disant au bout de leur baïonnette, on sait très bien ce qu'ils font, les soldats. Ils vont tuer d'abord, c'est leur métier, ils vont piller, ils vont violer. C'est la meilleure façon de faire détester nos idées. Troisièmement, disait Robespierre, voyons, avec quoi voulez-vous faire la guerre? On ne fait pas la guerre avec une armée sans cadre. Et il n'y a plus de cadre. Quand tout à l'heure je vous parlais des immigrés, qui étaient 15 000, c'était quoi les immigrés? C'était presque tous des officiers. Alors je vais vous donner un chiffre encore. C'était sur Bonaparte que j'ai découvert ça. Bonaparte était à ce moment-là lieutenant au 4e régiment d'artillerie, et j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte, je vais lentement, hein, j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte qu'en janvier 91, il y avait au 4e régiment d'artillerie 80 officiers. Janvier, 80 officiers. En novembre 91, il y a 14 officiers. Il en reste 14 sur les 80. Ben, ce qui se passait au 4e régiment d'artillerie devait se passer dans des tas de régiments. La plupart des émigrés avaient émigré, des officiers avaient émigré, donc pas de cadre. Alors Robespierre dit, vous faites la guerre dans des conditions telles que le désastre est infaillible. Et il ajoute, se rappelant ceux qu'il avait vus le 17 juillet 91, quand Lafayette avait fait tirer sur le peuple, il dit, faites attention, vous avez réparti les forces françaises en 3 groupes. Il y a l'armée Rochambeau, il y a l'armée Lafayette, l'armée Luckner. Si jamais l'armée Lafayette remporte un succès, craignez que Lafayette ne transforme ses soldats en des prétoriens et ne revienne sur Paris à la tête de ses troupes pour nous imposer le gouvernement de son choix, qui serait la dictature militaire. Et dit Robespierre, il n'y a pas de pire despotisme que le despotisme militaire, ce qui n'était pas mal vu. Bon, alors maintenant, 4e remarque. Il dit, ce que vous proposez, c'est une guerre de diversion. Une guerre de diversion. Quoi donc?
Le prix du pain avait bien baissé à la fin de l'année 89 et encore en 90. Donc, il n'y avait plus de problème social. Les gens mangeaient à peu près. Mais voilà qu'en 91, le problème s'était de nouveau posé, soit que la récolte était déficitaire, soit que des gens aient accaparé des blés, comme l'avait fait Necker, c'était l'une des origines de sa fortune. Necker accaparait le blé, disait il y a 10 aides, quand le prix était monté, il le remettait sur le marché à un prix supérieur. Toujours est-il que les gens ne mangeaient plus en 91. Alors, de nouveau, agitation sociale. Boscari, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'agent de change, en février 92, arrive les yeux hors de la tête à la tribune. Il est maintenant député de la législative, puisqu'il n'était pas député de la constituante. Il était en même temps commerçant, l'agent de change. Bon. Il avait un magasin d'épicier. Et il dit, c'est passé une chose épouvantable. Ce matin, des ménagères sont entrées dans mon épicerie et ont volé des piles de savon. C'était vrai, c'était une chose extrêmement indigne. Il avait annoncé une augmentation massive du prix du savon. Les femmes ont pris ça très mal, c'était venu voler le savon, ce qui était déjà très coupable. Mais alors, ce qui se passe le 3 mars 92, tout à côté de Paris, c'est infiniment plus grave. C'est à Étampes que ça se passe. Les ouvriers agricoles d'Étampes, qui ne mangent pas à leur faim, sont venus trouver le maire. Le maire s'appelle Simoneau, c'est un petit industriel, c'est un tanneur. Et c'est la première fois qu'on entend parler d'un mot qui va être si célèbre pendant la Révolution. Ces gens demandent le maximum. Vous savez, aujourd'hui on dit maximum, mais ils disaient maximum, alors je prononcerai comme eux. Ça veut dire quoi le maximum? Ces gens demandent une intervention des pouvoirs publics, soit municipaux, soit départementaux, soit nationaux, pour fixer le prix de vente des denrées de première nécessité, et avant tout le prix de vente du pain. Ça, c'est inqualifiable. Les Girondins disent que c'est intolérable. Ce sont des amis de la liberté, comme vous savez. Ben, la première liberté pour eux, c'est la liberté économique. On ne doit pas intervenir sur les marges bénéficiaires. C'est à ce moment-là même que M. Roland, le vieux Roland dont je vous parlais, prononce cette phrase, tout ce que l'Assemblée, la législative, tout ce que l'Assemblée peut faire en matière économique, c'est de déclarer qu'elle n'interviendra jamais. Qu'elle n'interviendra jamais. Alors, comme le maire leur dit, non, non, n'y comptez pas, ça, jamais je ne taxerai le pain, les types qui crèvent le tuent. C'est le premier mort, un des premiers morts de la Révolution, enfin, le mort pour la propriété, si vous voulez. Les Girondins sont complètement affolés en se disant, il faut faire la guerre. Vous vous rappelez, Bristow, la guerre est indispensable à la tranquillité intérieure, puisqu'il y a une agitation sociale. Il faut vite, vite, vite déguiser les soldats en conscrits, les jeunes gens en conscrits, les envoyer à la caserne, les envoyer sur le front, parce que nous pouvons espérer quelques résultats militaires, et surtout, ça fera une ponction sur la classe ouvrière, et tous ces petits prolétaires ne nous embêteront plus, puisqu'ils seront des soldats. Robespierre l'avait vu et le dit. Cinquièmement, dit Robespierre, vous, Girondins, qui attaquez tout le temps le parti autrichien qui est aux Tuileries, c'est vrai, il y avait un parti autrichien qui était le parti de la reine, vous ne voyez donc pas qu'en demandant la guerre, vous faites le jeu de la cour. Michelet, en 1869, dans une postface à son histoire, répondant à une attaque de Louis Blanc, Michelet dira, Monsieur Louis Blanc a repris les calomnies de Robespierre contre les Girondins qui, soi-disant, faisaient le jeu de la cour. Et Michelet n'hésite pas à écrire, la guerre, la cour en avait peur, virgule, une peur effroyable. Alors je vais vous montrer la peur effroyable que la cour avait de la guerre. Vous vous rappelez déjà ce qu'a dit Marie-Antoinette en demandant à son frère d'intervenir militairement le plus vite possible. Et voici une phrase de Louis XVI. Elle est du 14 décembre, c'est-à-dire le même jour où il y avait le discours de Narbonne que je vous citais tout à l'heure. Le 14 décembre 91, le roi de France, Louis XVI, écrivant à son ami le baron de Breteuil, qui a été ministre pendant 2 jours, vous vous rappelez, 13-14 juillet, non, 12, 13 et 14 juillet, et qui est maintenant réfugié à Bruxelles. Le 14 décembre 91, le roi Louis XVI, écrivant à Breteuil, lui dit « L'état physique et moral de l'armée française, l'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle ne peut pas ne pas faire 6 mois de campagne. Conclusion, il faut faire la guerre le plus vite possible, parce qu'il y aura un désastre et qu'on pourra rétablir la situation telle qu'elle devait être en 1688. » Alors le roi va faire que les responsables de l'affaire prennent leurs responsabilités, il va appeler un ministère girondin, et c'est un ministère girondin qui, le 20 avril 92, va déclarer la guerre à l'Autriche. Ben, le résultat ne s'est pas fait attendre. Dès le 25, désastre, l'armée de Luckner, je dois vous dire entre parenthèses que Marie-Antoinette, par l'intermédiaire de son ex-amant Fersen, avait averti les Autrichiens du mouvement. On a le petit billet où il dit à Fersen, l'armée de Luckner va faire mouvement, avertissez qui de droit. Bon, l'armée de Luckner s'avance du côté de Tournai, 2 régiments de dragons commandés par les officiers qui étaient restés sur place, imaginant qu'ils pourraient rendre de meilleurs services en restant, 2 régiments de dragons désertent, les officiers passent du côté des Autrichiens, les Français, sans doute pour faire aimer la Révolution, brûlent les faubourgs de Tournai avant de se retirer, c'est si vous voulez le front, comme on disait, comme on dit, on ira depuis, qui est ouvert. Les Autrichiens peuvent foncer sur Paris, puisqu'il n'y a plus d'armée française, elle s'est volatilisée du côté de Luckner. Ils n'avancent pas. La reine et le roi se rongent les poings en disant « Mais la route est libre, ils ne viennent pas. » Ils ne viennent pas parce que l'affaire de la Pologne n'est pas encore réglée. Alors, faute d'intervention militaire, on peut au moins faire une intervention orale.
Et tout ce que le roi et la reine obtiennent, c'est le fameux manifeste de Brunswick. Tous les livres d'histoire vous en parlent. Manifeste de Brunswick, déclaration signée, rédigée, mais surtout signée par le chef du corps expéditionnaire prussien qui s'appelait le duc de Brunswick, avait collaboré à la rédaction de ce document un Genevois qui s'appelait Mallet-Dupan. Je me demande ce qu'il faisait là-dedans. Enfin, il avait du style, alors il écrivait. Et qu'est-ce que c'était cette déclaration? C'était une mise en garde adressée aux Parisiens. Si jamais, avant notre arrivée, disaient les Austro-Prussiens, vous faites le moindre outrage au roi et à sa famille, Paris sera livré à une totale subversion. C'est extrêmement dangereux d'écrire ça, puisque les envahisseurs annonçaient qu'ils avaient partie liée avec la cour. Ils comptaient sur des Français terrorisés, se mettant à plat ventre devant eux. Le résultat a été une indignation furieuse des Parisiens en disant enfin, ça ne passera pas comme ça. Et le 10 août 92, la plaide se jette sur les Tuileries, le roi est déchu, Robespierre, qui est membre de la commune insurrectionnelle, fait voter immédiatement le suffrage universel. Alors oui, ça c'est la révolution. Vous savez, quand on dit la révolution française, il ne faut pas confondre. Hein. De 89 à 92, c'est une fausse révolution, c'est la réformette dont je vous ai parlé, la bagarre des nantis, mais à partir de 1792, c'est la révolution. Et Madame de Staël s'y trompera si peu que dans ses considérations sur la révolution française de 1816, elle écrira « Dès lors, la révolution changea d'objet. Les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. » Et en d'autres termes, plus imagés, Chateaubriand dira dans une phrase trop peu citée et que je trouve admirable des Mémoires d'Outre-Tombe, à partir du 10 août 92, les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. Bon, suffrage universel. Qu'est-ce que peut bien être le suffrage universel dans cette France qui est presque totalement analphabète? Il y a 85% des Français qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que quand on annonce suffrage universel et tout le monde peut voter, très très peu de gens votent. Il y avait environ 5 millions, 5 à 6 millions d'électeurs qui pouvaient être inscrits, enfin qui étaient des Français qui avaient âge de voter. Il y aura 1 300 000, pas plus, qui voteront. La plupart ne votent pas, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, ces pauvres paysans. Et ceux qui vont voter, ce sont ceux qui sont encore dociles à leurs notables, les nouveaux notables. Les aristocrates sont partis, c'est des bourgeois qui ont acheté les châteaux. Alors les bourgeois disent, voilà comment il faut voter. Résultat, sur les 750 membres de la nouvelle Assemblée, cette nouvelle Assemblée qu'on aurait dû appeler la Constituante numéro 2, puisqu'une Constituante c'est fait pour faire une Constitution et qu'il y a une Constitution républicaine à faire maintenant. Mais on n'avait pas encore l'idée de répéter constituante, ça c'est réservé pour des conciles, de mettre un numéro 1, Vatican I, Vatican II. Alors on avait trouvé, à cause de l'américanisme en vogue, on avait trouvé un mot anglais, convention, mais les Français ne savaient pas, alors ils disaient tous convention, hein, alors c'est entendu, on va faire une convention. Alors pour les élections à la convention, pour les 750 membres, alors que toute la France rurale et artisanale vote, sur 750 membres, il y a 2 représentants de la classe ouvrière. Il y a un quart d'heure de laine de Reims qui s'appelle Armonville et un ouvrier armurier de Saint-Étienne qui s'appelle Noël Pointe. C'est tout. Tout le reste, c'est des bourgeois, c'est des notables. Avec les Girondins qui sont là plus virulents que jamais et avec les anciens de la Constituante qui cette fois ont le droit de se présenter. Alors on voit reparaître le Boissy d'Anglas, le Sieyès, en fait tout le vieux personnel est là. Robespierre, qui se rend compte que c'est extrêmement dangereux et qu'il n'obtiendra pas grand-chose, annonce que, puisqu'on fait une constitution républicaine, il faut mettre un certain article dans cette constitution républicaine sur la propriété. Robespierre et la propriété. J'ai lu dans un certain nombre de livres que Robespierre était un pré-communiste. Moi, je croyais que le communisme était un collectivisme, c'est-à-dire que c'est la nation qui s'empare des éléments de production. Jamais Robespierre n'a songé à ça. Robespierre est rousseauiste, si vous avez lu le contrat social, qui de ce côté-là est assez enfantin. L'idée sociale de Rousseau, c'est que répartition assez équitable de propriété, chacun ait son petit lopin de terre. Ben, c'est ça la pensée de Robespierre. Seulement, si Robespierre n'est en rien collectiviste, il dit que la propriété doit connaître des limites. Alors, dans un certain discours, il déclare ceci. Il y a dans votre déclaration des droits de l'homme un adjectif inédit, et il a raison. La déclaration des droits de l'homme, à propos de la propriété, avait dit « la propriété est inviolable, soit, et sacrée ». Ah, c'était la première fois qu'on employait un mot religieux pour la propriété. Mais je vous l'ai dit déjà, les constituants étaient des gens positifs, des voltairiens, savaient distinguer ce qui est réel et ce qui est irréel. Alors les choses sacrées et les choses religieuses, ça n'a pas de consistance. La propriété, ça c'est une chose respectable, donc on va mettre sacré. Alors Robespierre dit, vous avez déclaré que la propriété était sacrée. Demandez donc à un négrier, puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage, demandez à un négrier sa propriété. Il va vous montrer, dit Robespierre, vous désignez du doigt un bateau. Non, je me trompe, dit Robespierre, un vaisseau flottant, un cercueil flottant. Un cercueil flottant plein de femmes et d'enfants, d'hommes et d'enfants à la peau noire, et il vous dira en toute conscience et appuyé par vous-même, ceci est ma propriété sacrée.
Robespierre dit, ben, vous savez bien que c'est pas possible. On ne peut pas être propriétaire d'êtres humains. Donc vous voyez qu'il y a une limite à la propriété, et de même que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui, de même la limite de la propriété, c'est la vie ou la dignité d'autrui. Je demande donc que la Constitution républicaine marque telle limite au droit de propriété. Hurlement, vocifération. Immédiatement, Barrère propose peine de mort pour, les Girondins aimaient beaucoup jongler avec ce mot, peine de mort pour quiconque proposera une loi attentatrice à la propriété individuelle ou commerciale. Ça, il ne vivait pas, ou commerciale. Et puis, comme on arrive à l'anniversaire de la mort de Simoneau, vous savez, le pauvre tanneur qui s'était fait liquider l'année précédente, les Girondins organisent une grande fête qu'on va appeler la fête des lois. Fête des lois ou fête des morts, enfin en l'honneur du martyr de la propriété. Et pour ce jour-là, les Girondins ont fait modifier les custons républicains, qui, depuis septembre 92, étaient liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est un mot de trop, et les Girondins mettront sur les écusons, ce jour-là, liberté, égalité, propriété. Et à partir du mois de mai 1793, c'est une offensive, suivez-moi bien, c'est une offensive des Girondins pour appeler la province à se lever contre Paris. Pourquoi? Parce que Robespierre est député de Paris. Parce que dans les élections pour la Convention, si les élections ont été parfaites, de notables très assoupis à travers toute la France, la députation parisienne est entièrement, comme nous dirions aujourd'hui, d'extrême gauche. Il y a là Robespierre, il y a là Marat, il y a Danton, dont je parlais tout à l'heure, enfin des gens redoutables. C'est pourquoi les Girondins disent il faut appeler la province au secours de ce Paris qui est menacé. Et le 8 mai 1893, Vergniaud, montant à la tribune, jette son premier appel de guerre civile. Vergniaud dit « Habitants de la Gironde, levez-vous ! Il n'y a plus une minute à perdre, sous peine de voir les bases de la société se dissoudre. » Cambon, qui est à la fois député et industriel du Midi, Cambon fait à la tribune une déclaration parallèle. « Généreuse population du Midi, levez-vous !» Et ça va aboutir à la déclaration d'Isnard, le parfumeur girondin, du 23 mai, 23 ou 25, je crois que c'est plutôt 25 mai 93, où Isnard, à la tribune, va faire son petit Brunswick. Vous vous rappelez, Brunswick, le Prussien, avait dit si les Parisiens sont pas sages, Paris sera livré à une totale subversion. Et lui, Isnard, qui est cependant, je croyais, un Français, va dire si la population de Paris se mêle du moindre attentat à l'égard de la propriété, Paris sera détruit par les forces provinciales, et comme il a le sens du pittoresque, et bientôt, dit-il, le voyageur des bords de la Seine se demandera si jamais une ville s'est élevée là. Alors Robespierre, qui a compris, le soir même aux Jacobins, dit c'est clair, la situation est maintenant entre les sans-culottes et les culottes dorées. J'appelle le peuple à l'insurrection. Et le 31 mai, la foule entoure la Convention, exigeant la disparition de 32 députés girondins. Michelet déchire ses vêtements en racontant ça, en disant c'est un attentat. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. C'était extrêmement illégal. Ce sont les représentants de la nation. La nation n'a pas voté, ben elle aurait dû voter. Et c'est une toute petite partie de la plaide parisienne qui se mêle de dire nous portons atteinte au suffrage universel et nous voulons l'exclusion de 32 députés. Lamartine, qui ne passe pas pour un esprit violent, Lamartine, dans son histoire des Girondins, dira oui, c'est vrai, c'était parfaitement illégal, mais il y a des morts, il y a des cas, il y a des heures où il n'est plus question de légalité ou d'illégalité, il y a des heures de vie ou de mort, a dit Lamartine. Or, le 31 mai 1793, la situation de la France était telle que si on n'avait pas agi contre les fauteurs de guerre civile, puisque les Girondins appelaient à la guerre civile, c'était non seulement la fin de la République, mais aussi la fin de la France, signé Lamartine. D'ailleurs, il y a des excités comme Hébert, vous savez, Hébert qui dirigeait le Père du Chêne, qui est un journal assez déshonorant, dont Jaurès, dans son histoire socialiste de la Révolution française, dira si la Révolution avait pu être déshonorée et l'eût été par Hébert, Hébert demandait du sang, demandait qu'on tuât ces députés. Et c'est Robespierre, écoutons du reste, qui s'y sont absolument opposés en disant ah non, surtout pas. Pas une goutte de sang. Je ne demande même pas qu'on les mette en prison. Robespierre disait nous les excluons, qui est déjà très raide, 32 députés qui sont exclus. On leur demandera simplement de donner leur parole d'honneur qu'ils ne quitteront pas leur maison pour les aider à tenir leur parole d'honneur, mettre un gendarme dans la maison. Mais enfin, ils seront là, quoi, chez eux, tranquillement. C'est vrai que Lamartine a raison. Il faut que je vous rappelle la situation de la France à ce moment-là. C'était une des pires que mon pays ait jamais connue. Robespierre s'était méfié des généraux et il avait quelques raisons parce que Lafayette, qui commandait un des 3 corps d'armée, quand il avait vu arriver le 12 août, c'est-à-dire la République, avait trouvé cette République inacceptable et le 19 août 92, donc 9 jours après l'insurrection parisienne, ce chef de corps d'armée française avait déserté. Robespierre était passé de l'autre côté. Il n'avait pas offert ses services à l'ennemi, mais il dit je ne me bats plus, je ne veux plus défendre un pays qui ne m'intéresse pas.
Alors, apparemment, je suis allé un petit peu trop loin. C'est possible. Bon, eh bien, ouais, bah, je vais vous raconter la suite, mais en 5 minutes, on va finir la révolution. Donc, on reprend les éléments. Je sais que le son n'était pas terrible, il y en a qui ont quitté, mais bon, première chose, c'est que si vous voulez retrouver ce monsieur, c'est Henri Guillemin. Henri Guillemin, donc bah, comme ça se prononce, et vous le trouvez sur YouTube, vous tapez Robespierre, et puis il refait toute l'histoire de manière complotiste, donc c'est intéressant. Et vous voyez, il ne fait que citer. Donc, on a quoi au départ? On a un Necker, un ministre des Finances, qui est banquier suisse et qui prête à la France à 14%. Ça vous rappelle des choses. On a d'autres personnes, des bourgeois, qui veulent faire la révolution à leur profit et qui veulent se servir d'un bélier, le peuple. Donc, sachez que quand on vous incitez à la guerre civile, c'est que quelqu'un a des intérêts à ce qu'elle ait lieu et qu'elle sert des intérêts. Donc, nous, on est tranquille là-dessus. On ne veut pas de guerre civile. Et puis, vous avez les Lumières de Voltaire qui inspirent tout ce monde-là en disant que, bah, globalement, ce super Voltaire dit qu'un pays bien tenu est un pays où une petite minorité exploite une très grande majorité, sans aucune limite. Donc, vous voyez, les Lumières, elles sont tout à fait curieuses. Et puis, vous avez ce petit Robespierre qui, lui, est anti-militariste, anti-esclavagiste. Vous voyez, ses positions sont vraiment pour le peuple et ne pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs, etc., etc. Donc, c'est un ennemi de cette révolution. Le truc, c'est qu'il est ultra populaire parce que les gens sentent en lui une sincérité. Il vit dans une chambre de bonne, enfin, il vit au-dessus d'une maison, dans une petite pièce. Enfin, il y a quelque chose qui est tout à fait euh, cohérent par rapport à ce qu'il prône. Danton, lui, commence à arriver, parce que Danton, c'est un opportuniste qui a acheté 30 000 livres, c'était prouvé par la cour, et c'est un peu le Mélenchon, vous voyez. Ah, le gars qui vit largement du truc et puis qui est opportuniste. Et il se dit comment ça va me profiter à moi, pas au peuple, comment ça va me profiter à moi. Vous allez voir, on a aussi Mirabeau qui est ami de Danton, qui dira Robespierre est disqualifié pour la politique parce qu'il croit ce qu'il dit. Vous vous rendez compte, c'est le monde actuel, c'est-à-dire qu'en effet, ils ne croient absolument pas ce qu'ils disent, vous savez très bien, et que celui qui y croit vraiment est un danger. Si vous écoutez cette émission, il y a plein de faits qui vont vous résonner en vous par rapport à ce qui se passe actuellement. Ils pratiquent toujours de la même manière. Donc Robespierre, fort du soutien populaire, il est à ce moment-là quasiment intouchable, et il a des gens autour de lui qui sont très très cohérents et je dirais unis. Donc, il arrive à lever pas une armée, mais bon, à lever, oui, une armée, on va dire. Et il arrive à repousser les Autrichiens, donc ça, il arrête le feu. Il réaligne la monnaie de manière correcte, les assignats doublent de valeur, donc tout est correct. Et il commence à mettre la France à flot. Et c'est là que Danton commence à l'attaquer, et Danton qui veut le faire tomber. Et il se sert d'un événement, c'est-à-dire que Robespierre se méfiait des généraux français qui pouvaient trahir, comme Lafayette, mais c'est pas se méfier des maréchaux. Et les maréchaux français ont donné la flotte française aux Anglais. Hein, ça, vous voyez nulle part, mais c'est la vérité. Ils ont donné la flotte française aux Anglais. Donc à ce moment-là, Danton, qui joue double jeu, accuse Robespierre de mollesse. Donc, il y a des députés d'antonistes qui commencent à prendre de l'ampleur. La voix de Danton commence à porter, et Fabre d'Églantine, un député dantonesque, réclame la déchristianisation, ce qu'on attribue à Robespierre. De fait de déchristianiser la France, les églises, ça ne vaut plus rien, etc. etc. C'est Danton, ce n'est pas Robespierre. Et puis, vous avez quand même au-dessus du comité de salut public, où siègent ces gens-là, la Convention, qui surveille un peu tout ça, qui a son mot à dire. Donc Robespierre n'est pas seul, quoi. Il faut qu'il il gouverne pas comme ça. Et il y a aussi le comité des finances. Et là, Cambon, qui est le ministre des Finances, oui, allié de Danton, commence à produire de la fausse monnaie, hein, voyez, pour achever sa chute. Et puis, vous avez encore un dantonesque qui s'appelle Fouquet-Sainville, qui, lui, fait tomber toutes les têtes. On dit que c'est Robespierre. Il ne s'est pas formellement opposé à beaucoup d'exécutions, mais il a réclamé la révocation de ce Fouquet-Sainville, en disant que c'était un fou furieux qui ne faisait que tomber, et que tout ce sang rejaillissait sur lui.
Donc à ce moment-là, forcément, Robespierre passe pour un fou furieux et il est très facile de le faire tomber. Ça vient avec, comment dirais, Carnot, responsable militaire, qui décide de sa fin. Donc sa fin, ils instrumentisent une histoire de fête d'être suprême. C'est vrai que Robespierre a voulu organiser la fête de l'être suprême. Mais la France n'étant plus trop chrétienne et tournée vers le profit, vers, vous voyez, les valeurs, on va dire, qui règnent actuellement. Il s'était dit qu'il fallait rééquilibrer les choses et donner quand même une consistance à quelque chose de plus fort. Il n'a pas dit que c'était Dieu, il a, il a insinué que ça pouvait être la nature, enfin, etc., etc., et il a fait la fête de l'être suprême. Et cette fête, il a demandé à David de l'organiser, et David, vous savez, c'est des grands tableaux grandiloquents, et lui qui était un homme simple, ils ont fait une fête, si vous voulez, très, très mégalomaniaque. Donc, ça a été, vous voyez, Robespierre, l'homme du peuple, voilà, c'est ça en vérité. En fait, il n'était pas organisateur de la fête. Et puis, c'est là que ça a chuté. Et en fait, c'est Talien qui est venu à la tribune et qui a pointé un couteau sur Robespierre et qui a dit que si on ne le condamnait pas, lui-même le ferait tout de suite, immédiatement, sachant que Talien a fait ça en sachant que c'est du bluff. Hein. Tout était prévu d'avance et c'est pour faire un coup. C'est comme le gars qui dit oh, je suis courageux, je vais faire ça, mais en fait, il sait que tout est joué d'avance. Voilà, donc c'est la fin, c'est comme ça que finit Robespierre, et puis c'est comme ça que, si vous voulez, la révolution des possédants a vu le jour, et les possédants qui ne tarderont pas via la franc-maçonnerie, il faut bien le dire, à trouver un candidat magnifique, Napoléon, pour mener à bien leurs œuvres. On attribue à Napoléon, c'était un bon chef de guerre, mais beaucoup de choses. Le Code civil, c'est les francs-maçons qui l'ont fait. Alors, je ne sais pas qu'il est catastrophique, mais bon, tout ça, c'était orienté. Et là, on est parti sur une autre histoire, où les Rothschild, etc., etc. Mais voilà, cet acte, parce qu'on dit qu'on a tué le roi, le régicide, on a tué le roi en premier, c'est faux. Les Anglais ont tué un roi avant nous, bien avant nous. Et on n'entend pas parler de cette affaire-là. Mais ce régicide-là est important parce que c'est pour les possédants qui n'ont plus de limites, on l'a vu, on le voit encore, c'est le début de leur règne en réalité. Hein, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Alors, c'est vrai que c'était intéressant quand tu connais déjà un peu le fond des choses, évidemment, c'est intéressant. C'est plus compliqué quand c'est toi qui le racontes. Voilà, je t'avoue. C'est vrai que c'est parce que Henri Guillemin était un très bon orateur et exceptionnel. J'aime beaucoup ses petits traits d'humour aussi, très, très sympa. Mais c'est vrai que toi, tu arrives à imaginer les choses un peu plus simplement. Donc, mais le sens est là. Donc ça, c'est important. Et on voit que ce qu'on vit aujourd'hui, ils l'ont déjà vécu bien avant nous. Ouais, mais j'aurais fait ça en 20 minutes avec des images, mais très franchement, moi, je pense que chaque chose est importante. C'est vraiment la période la plus importante quasiment de l'histoire de France. Alors, ok, ça dure 40 minutes. Et puis, au moins, ceux qui ne connaissent pas Henri Guillemin, qui ont été un peu attirés par sa manière de raconter, ils iront. Ceux qui ont lâché, ils ont lâché. C'est pas grave. Je fais pas des émissions pour avoir le plus de. Je fais des émissions. Non, mais je pense que c'est bien qu'on transpose ce qui s'est passé avant, qu'on le reprenne aujourd'hui et qu'on lui redonne du sens pour qu'on ne fasse pas les mêmes conneries non plus. Hein, c'est ça, parce que tout part de là. Vous avez plein d'événements qui ressemblent à ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas d'autre méthode de faire chez eux. On ne va pas réinventer l'humanité. Et donc, voilà ce qui peut se passer. Et la pire des choses, ce serait d'être instrumental. Oui, comme pourrait le faire Mélenchon, par exemple, d'envoyer les gens comme ça au chaos. Pourquoi ? Pour servir quelque chose derrière, qui a tout prévu et qui se sert du peuple comme un bélier. Ça ne peut pas arriver à notre groupe d'êtres humains qui ne cesse de grossir parce qu'on a 2 ans derrière nous de frustration, de colibet et de, je dirais, de compréhension du monde. Et on sait qu'une chose, c'est que ce pourquoi on se bat, c'est le bien. C'est sûr. Quand on prend ce qu'on dit depuis 2 ans sur
la politique qui est menée, les vax, où ça nous mène, etc., on a dit exactement la vérité et on a vu les choses s'empirer. Donc, l'énorme différence avec ce qu'on appelait la plèvre à l'époque, c'est qu'ils étaient analphabètes, les gens. Hein. Donc, à 85%. Donc, on leur a dit, vous allez voter. Ils ne savaient pas voter. Donc, vous voyez, à l'arrivée, il y avait 2 députés du tiers État, voilà, sur 700. Hein. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que, globalement, on vous dit voter, mais ils s'arrangent entre eux, et puis la 5e on est dans le même système, avec des acteurs, c'est quasiment la même chose. C'est pour ça, voilà, vous avez l'un ou l'autre, vous avez la famille Le Pen qui joue le rôle, toujours les mêmes. Hein, c'est-à-dire celui qui fera peur au dernier moment, pour pas qu'on aille de repoussoir. Et ça fait vraiment 30 ans que ça dure. Ça profite à qui? Toujours au même. Donc quand les gens vont comprendre que ces élections, comme elles sont là, c'est de la merde. C'est pour ça que je ne vois pas pourquoi on se passionne pour ça. C'est le même système. Et ceux qui pourraient supplanter ceux qui sont déjà là, oui, apporteraient des variantes, mais ils servent le même système. Voilà. Il faut changer de système en douceur, mais changer de système. Voilà. Pas en guillotinant les gens. Il faut renverser la table. Voilà. Donc, il fallait parler de cette révolution française et moi, je n'ai pas la capacité, même par mes images, à mon avis, à retranscrire l'exacte vérité. 40 minutes, c'est court hein, pour elle de 89 à 93. Voilà, je ne pouvais pas trop couper. Moi, j'ai beaucoup aimé. La semaine prochaine, tu vas nous continuer de nous parler de la Révolution ou pour moi, c'est fini, là. En fait, en réalité, vraiment, ces 40 minutes, vous avez un peu le pourquoi et les comment. On a compris déjà qui a fomenté tout ça, que ce sont bien les bourgeois donc, qui ont fomenté tout ça, poussés par la franc-maçonnerie, la cabale, hein, déjà à l'époque, qu'on retrouve encore aujourd'hui. En fait, ils se sont bien installés, hein, ils se sont fait leur petit fauteuil à eux, tranquillement. Il y avait une émission qui disait est-ce que Napoléon est franc-maçon, mais il n'avait même pas besoin de l'être, tout son entourage l'était. Cambacérès, tout ça, c'était tous des francs-maçons avérés et tout ça. Donc, me dire que cette organisation n'a joué aucun rôle dans l'orientation de l'histoire de France, c'est vraiment pourquoi. Alors, le fait de le nier, déjà, ça prouve que c'est suspect. S'ils ont joué un rôle, il faut l'avouer. Et puis, se dire que ça a été pour le progrès. Mais pas dire non, c'est pas. Il n'y a pas que les francs-maçons. Il y a une question, faut-il renverser la République et remettre la monarchie? Non, je pense qu'il faut les gens ont besoin d'une figure tutélaire respectable. Donc ça veut dire pas un roi, mais ils ont besoin de se référer à une un peu comme quand ils prient devant une statue, vous voyez. Hein, moi, je parle des gens en général. Moi, je n'en ai pas besoin personnellement, mais je pense qu'on ne va pas sauter comme ça du jour au lendemain à quelque chose de complètement nouveau. Donc, il faudra qu'il y ait des gens qui soient des sages, hein, vraiment des sages reconnus qui auront fait leurs preuves, justement, de par leur passé, ne serait-ce que récent, dans le fait d'affronter sans aucune violence le pouvoir actuel mondialiste et de faire monter nos idées. Alors, c'est pas nous, hein, moi, je ne veux pas être dedans. Hein. Mais c'est ça, l'idée, c'est de mettre à la place des gens qui ont fait leurs preuves et qui, envers et contre tout, courageusement, quitte à sacrifier toute leur position sociale, ont porté le combat. Hein. Et là, déjà, on est sur quelque chose de vertueux. Et pas le contraire. Le contraire, c'est que tout est inversé. Hein. Donc, oui, je ne pense pas à l'horizontalité. Les gens ont besoin d'une forme de pyramide, mais qu'il y ait des gens qui soient là, je dirais, comme des sages, sans pouvoir réel, mais avec une possibilité de dire oh, attention, là, ça dérive, tu vois, à côté une espèce de conseil de surveillance et une constitution inviolable. Une constitution inviolable. Quand c'est inviolable, c'est inviolable. Il n'y en a pas par décret inviolable. Donc déjà, voilà, il y a la gouvernance. Je veux dire, il y a. Hein, bon. C'est ça. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant, évidemment, et pas mal d'entre vous aussi, heureusement. Et ça vous permet de comprendre les choses, pourquoi on en est là, et d'où on arrive, parce que c'était déjà comme ça avant. C'est toujours le petit peuple qui s'est fait asservir, qui s'est fait manipuler, qu'on a envoyé à la guerre, qu'on
qu'on a utilisées, qu'on a affamées pour en arriver où on en est. Hein. C'est toujours comme ça. Oui, les famines arrivent, on veut énerver le peuple pour servir. La guerre, la maladie, la guerre et la famine. Voilà, les mêmes outils. Les mêmes outils. Ou la famine, ou l'idée d'une famine. Ou l'idée, ouais. Macron, quand il vous parle de tickets, machin, c'est l'idée d'une famine. Vous voyez bien qu'il est aux ordres de quelque chose qui veut se servir d'une partie du peuple contre une autre. Et avant, ils avaient les guerres, ils envoyaient, et oui, c'est une ponction. On envoie de pauvres, c'est une ponction. Ouais, c'est comme s'ils avaient besoin de purger. Parce qu'une fois que vous avez envoyé vos enfants à la guerre, vous n'avez plus qu'à espérer pour vos enfants. Donc vous n'êtes pas occupé à autre chose. Pendant ce temps, eux, ils font leur politique. Et puis une fois qu'il y a les malheurs de la guerre, il faut réparer tout ça. Donc le petit peuple va réparer, et eux, ils font leur politique. Donc pour vous distraire, ils sont capables de tout, y compris de faire des guerres. Hein. Et alors il y a une autre évolution qui est tue, c'est la commune. Alors, elle serait beaucoup plus long et encore beaucoup plus compliqué à expliquer. Alors peut-être que c'est moi qui vous le ferai avec mes fameuses images, synthèses. C'est très compliqué. C'est encore pire que la Révolution française. C'est vraiment la République qui a trahi toute la France, tout le peuple français. Enfin, c'est la totale. La commune, c'est... Voilà. Donc, ils n'ont cessé de nous trahir. Alors, quand les gens disent « Oh, les politiques ne sont pas capables, quand même, ils veulent notre bien, Non. Ils veulent le bien de leur position et de leur caste. Voilà. Sinon, on ne serait pas là. Voilà. Donc, il faut savoir les choses. Moi, je le dis toujours, pas de messie. Le seul rempart que vous avez entre vous et eux, c'est le fait de savoir. Quand vous savez, vous pouvez mieux affronter les choses. Moi, ce sera d'ailleurs mon dernier mot, c'est une phrase que j'emploie sur ma chaîne, c'est ma phrase totem, c'est savoir et savoir que l'on sait permet d'affronter tous les défis avec l'art et la matière. Avec l'art et la matière. Voilà. Si vous savez plein de choses, on peut tout savoir, mais au moins des notions, la révolution, le quantique, tout ça. Bon, c'est ce que je propose chez moi. Antoine, il propose ces choses-là. On essaie d'être complet. Voilà. Ça fait ça. Merci beaucoup, mon Christophe. Merci. Très intéressant. Et puis, alors, je ne sais pas si mercredi, on a une émission. Ah oui, parce que non, on sera sur la route. Non, je crois qu'il n'y a pas de... Non, on sera sur la route. Donc, le mercredi, il n'y aura pas d'émission spéciale. Vous serez sur la route. Et évidemment, il y aura le live, comme d'habitude, mais il n'y aura pas d'émission spéciale. Et vendredi soir, vous aurez un question-réponse. Voilà, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Alors, où est Étienne Chouard? Il serait intéressant d'écouter ses idées. Alors, j'ai rencontré Étienne Chouard il y a 2 semaines. Et il viendra avec nous un peu avant les législatives. On parlera de pas mal de choses. Donc, Christophe, si tu veux être là. Ouais, parce que moi, vous savez, je m'intéresse à plein de choses, mais je n'ai pas leur savoir, ces gens-là. Il ne faut pas croire. Hein. J'ai cette capacité souvent à synthétiser, à vous faire des images, mais ça contient quelques carences malgré tout. Hein. Bon, ça suffit pour survivre. Mais d'avoir une petite notion de pas mal de choses. Mais ouais, Chouard, il est très... il est super sympa. En plus, il est très simple comme monsieur. Il est d'une gentillesse extraordinaire. Et donc, je l'ai rencontré, moi, il y a 2 ou 3 semaines. 3 semaines, je crois, c'était près de Toulon. Et il me dit, je lui ai dit, est-ce que ça te dit de venir un jour? Et il m'a dit, ouais, pas de problème. J'ai dit, juste avant les législatives, si tu as le temps. Il m'a dit, pas de problème. Cool, voilà. Ouais, il est super sympa. Il est vraiment adorable. Il ne faudra pas dire qu'il est embêtant parce que, voilà, ces gars-là, ils déballent et ils sont faciles. Ils sont faciles. Ok, ça marche. On va se faire ça avant les législatives. Ça va être sympa. Ok. Ça va être sympa. Allez. Merci, mon Totof. Repose-toi bien. Quelques jours pour te reposer un peu. Bientôt, là. Et faites attention sur la route. C'est important. Je vous embrasse. À bientôt. On va terminer avec une musique que Christophe a choisie, un clip. Enfin, c'est pas un clip. Ah oui, parce que du coup, ça va dans le truc. Serge Lama, j'espère qu'on va pas avoir de drôle. L'assassin qui vient de tomber dessus. Vous verrez, il décrit la trahison au profit du communisme à l'époque. Bon, c'est vrai que Staline, c'était pas le top. Des prêtres et de tout ce qui est spirituel. Ça s'appelle Marie, je crois. Et écoutez, c'est je vous salue, Marie. Ouais, et ben boum, il enquille et alors cartonne. Il est cartonne. Et voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup, mon Toto. Sois heureux. Bonne soirée. Merci.
Voilà, on a terminé cette belle soirée encore où on a appris plein de choses entre les informations et la Révolution, toute cette histoire qui a été fomentée depuis très longtemps. Dernière info, vous connaissez les émissions de Karen qui est sur nos réseaux. Karen, la voix du cœur. Eh bien, mardi 24 mai, donc mardi prochain, à 20h, elle reçoit Oleg de Normandie pour la présentation de son film. Donc n'hésitez pas, donc c'est sur les mêmes réseaux qu'ici, hein, elle est exactement sur les mêmes chaînes que moi. Elle utilise le StreamYard à tonton Antoine. Donc voilà, et vous pouvez retrouver donc Karen mardi prochain avec Oleg de Normandie pour la présentation de son film. C'est un mec aussi très intéressant sur l'histoire, il connaît pas mal de choses. C'est voilà, et, oui, voilà, ah super Karen et Oleg, voilà. Donc vous les retrouverez la semaine prochaine mardi, et puis nous on fera le live donc vendredi avec un question-réponse. Préparez vos questions pour le moment où on fera les questions-réponses, c'est-à-dire après le live. Il y aura peut-être une petite émission enregistrée de Fabien sur la maladie de Lyme. Et donc lundi et mercredi, après vendredi, eh bien, on va se reposer un peu. Donc, il n'y aura pas de live vendredi en 8. Et donc voilà, on va se reposer et faites-en autant. Hein, et n'oubliez pas de trouver de l'huile et de la moutarde, au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous. On se quitte avec la musique que Christophe nous propose. Soyez sages, mais pas trop. Et surtout, soyez heureux. Ciao. Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ses prêtres. Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres. Un vent d'Est a soufflé glacial qui dénature leurs sermons inspirés par la nomenclature. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, oui mais de grâce, de vos prêtres il faut vous méfier. Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ses hommes. Et nos enfants non plus ne passent plus par Rome. Ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes. La voie sacrée a pris des allures de piste. Où est le rassembleur, le Messie, le berger, qui récupérera ces brebis naufragées? Où donc est la soutane où l'on reconnaissait avec respect l'homme de Dieu quand il passait? Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Protégez vos brebis de ces rapaces, ils les ont déjà sacrifiés. Je crois en Dieu, hélas, le cercueil de mon père, écrasé sous des fleurs, était bien solitaire. La croix dans une main, dans l'autre la sébile. Un vieux prêtre annonnait les mots de l'évangile. Dans la chapelle morne où la mort s'étonnait, le jardin de l'Éden offrait des fleurs fanées. Quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le credo, l'eau de vos bénitiers n'est qu'une flaque d'eau. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Vos pécheurs d'aujourd'hui font fin de race, tous leurs gestes sont modifiés. Debout les mots, les jolis mots antiques, et les incantations, et les chœurs des cantiques. Il
faut rentrer dans nous comme en un monastère et se dire qu'on est soi-même un grand mystère et qu'éternellement du berceau l'un seul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul, et qu'éternellement du berceau l'un seul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié, l'évangile est soumis à ceux d'en face, votre fils est recrucifié.